Et rebonjour, c'est reparti pour le séminaire robotique. 1, 2, 2, est-ce qu'on est en live au moins? Très très en live. I guess. Par contre, elle a fait Twitch qui est ouvert quelque part. Ok, du coup, on reprend tout de suite. La conf qui est apportée maintenant, c'est sur la conception de cartes électroniques, surtout via le logiciel KiCad, une petite initiation pour expliquer les tenants et les aboutissants de la conception électronique et comment faire sa première carte électronique. De manière simple, je ne vais pas aller non plus trop dans les détails. C'est malheureusement, on va dire, une activité qui demande beaucoup d'expérience et qui demande de pratiquer beaucoup pour avoir des résultats corrects, mais j'ai essayé de donner quelques tips pour éviter les pièges, on va dire, classiques de la première carte électronique qui ne fonctionne pas et qui explose à la première fois qu'on la branche. Déjà, j'ai commencé avec des rappels électroniques. La seule chose qu'il faut savoir, c'est ça, la loi d'Ohm. On a besoin de rien d'autre en fait. Généralement, quand on fait des cartes électroniques, la plupart de ce qu'on a besoin de savoir est dans la documentation des composants qu'on va utiliser. Il n'y a que quand on va faire des applications très particulières, par exemple des applications un peu analogiques ou ce genre de choses, on pourrait chercher. Mais généralement sur Internet, on trouve toutes les ressources nécessaires. Il n'y a pas besoin de se retaper des cours de fac d'électronique pour réussir à faire un circuit électronique. Donc ça suffit. Et avec ça, on peut calculer par exemple ce qu'il faut pour une LED ou besoin d'aller plus loin. Bref, qu'est-ce qu'une carte électronique? On va reprendre la base simple. Et une carte électronique, c'est un circuit électronique sous la forme d'une plaque qui embarque des composants et qui s'architecture autour d'un schéma qu'on va venir éditer. De manière simple, on peut faire des circuits électroniques en soudant des composants avec des fils. C'est bien, c'est gros, ça peut marcher, mais c'est pas propre. Donc on va pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle une carte électronique, donc une plaque avec des composants soudés où toute la circuiterie sera faite sur la plaque et ça fera un résultat plus propre et plus fiable pour nos applications, notamment dans les robots. Pourquoi on fait des cartes électroniques? Justement, c'est pour éviter ça. Généralement, quand on fait du prototypage, on va venir prendre ce qu'on appelle des breadboards, parce que c'est en référence à des biscuits de l'armée anglaise, True Story, et qui ont cette gueule-là, vraiment en plus. Et du coup, l'idée, c'est pour prototyper, c'est pratique, on peut mettre ses composants, mettre ses fils, et on peut faire clignoter une LED assez facilement. Et quand on commence à faire des circuits assez volumineux, ça commence à devenir horrible et à débugger. C'est une prise de tête pas possible. Mes étudiants, il y a des moments où ils me sortent ça, ils me demandent de les aider à comprendre pourquoi le circuit ne fonctionne pas. Souvent, je leur dis, vous recommencez, parce que ça, je n'aide pas là-dessus. Genre, non. Ça permet de faire des circuits plus compacts aussi, puisqu'on va utiliser des composants avec des tailles plus réduites, plus adaptées pour faire des cartes. Donc, généralement, un composant, on peut le trouver sur plusieurs formes. Il y a des formes plutôt grosses qui vont par exemple sur les breadboards et des formes beaucoup plus petites qui sont mises qu'on peut mettre sur les circuits. Faire des circuits plus fiables, effectivement, quand on passe d'une masse de fils qui bouge à un circuit figé dans une plaque de cuivre, effectivement, on a moins de problèmes. Et aussi, si on fait une production de masse, ça va coûter cher à faire dans l'usine. Un circuit électronique fabriqué par une entreprise spécialisée à les souder pour pas très cher, sachant que généralement la masse salariale n'est pas très bien payée pour ce genre de travail. Oui, effectivement, c'est la solution. La circuiterie. L'idée, c'est que du coup, sur un PCB, sur une carte électronique, on va avoir. Il manque une slide. Mince. Wait. Mince, je crois qu'il supprime une slide. Bon, pas grave. On va faire de là. L'idée, c'est que sur un PCB, on va avoir plusieurs couches. On va avoir des couches de cuivre, de plaques de cuivre, et des couches d'isolant qui vont permettre d'éviter que les plaques de cuivre se touchent et donc qu'on ait des arcs électriques, par exemple. Et du coup, ce que nous, on va venir designer, c'est la circuiterie, ce qu'on appelle les pistes sur le PCB, qui vont permettre de relier les différents signaux des composants pour faire fonctionner la carte électronique. On va avoir aussi d'autres outils comme les vias, qui sont des trous métallisés qui permettent de relier plusieurs couches. Vous avez en bas à droite un schéma qui va apparaître sur une carte électronique si on coupait en deux. Enfin, si on coupait en deux, on va regarder la tranche. En orange, vous avez le cuivre. Donc, généralement, vous avez deux couches de cuivre, une en haut, une en bas sur le PCB et potentiellement des couches en interne. Et après, vous allez avoir de l'isolant, qui est par exemple symbolisé en vert ou en gris ici. Et potentiellement, vous allez vouloir relier les différentes couches de cuivre entre eux. Et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des vias, donc des trous métallisés. C'est des trous qu'on fait à travers la carte et on vient mettre de l'étain intérieur
ce qui permet de faire le contact entre les différentes couches. On a aussi les drills qui sont pour le coup des trous d'onde métallisés qu'on utilise pour faire passer par exemple des vis. C'est juste pour des contraintes mécaniques. Les composants, vous en avez deux grandes familles. Vous avez des composants qu'on appelle montés en surface et les composants traversants. Les composants montés en surface sont soudés sur une couche du PCB, c'est-à-dire vous prenez votre composant, vous avez l'espace prévu sur le PCB, vous mettez, vous soudez que sur un côté. Pour les traversants, vous avez des composants qui vont, avec des grandes pattes qui vont traverser le PCB. Donc vous allez poser, faire passer les pattes de votre composant à travers le PCB et souder de l'autre côté. Et généralement, sur les composants, on va trouver en fait les deux types. Sur un même composant, vous prenez par exemple la LED rouge que j'ai mis en exemple, vous l'avez à la fois en surfacique, donc qui se soude sur une seule couche, et aussi en traversant. Donc c'est à vous de faire le choix selon vos applications et selon vos disponibilités. Conception et réalisation. Il y a des grandes étapes. Donc ça c'est un peu les grandes étapes de la conception et de la réalisation de cartes. On part du choix des composants, on va venir réaliser des symboles de composants, j'expliquerai un peu après ce que c'est. On va réaliser les schématiques, réaliser les empreintes de composants, réaliser le PCB, le faire fabriquer, le faire assembler, ou l'assembler soi-même, et faire la test et la validation. Attention, la dernière étape n'est pas optionnelle. Une carte électronique qui n'a pas été testée ne doit pas être mise en prod. Donc, si vous faites une carte électronique pour un robot, vous la soudez, vous dites c'est bon, et vous le mettez dans le robot prend feu, c'est votre faute. Il faut la tester avant. Le choix de composants, généralement, quand on va avoir une idée d'un circuit qu'on a fait en prototype et on va vouloir passer sur le circuit final, donc on va bien faire le choix de composants pour finaliser des schématiques. Et pour ça, on va regarder à plusieurs endroits. Dans le stock de votre entreprise, association, club, peu importe, potentiellement vous avez déjà un stock de composants que vous pouvez réutiliser. C'est ce qu'on appelle un magasin généralement. Et si c'est bien fait, normalement vous avez un magnifique Excel qui vous dit ce qu'il y a en stock dans le magasin, et comme ça vous n'avez pas besoin de racheter des composants. C'est intelligent. Et ça évite d'avoir plusieurs règles différentes pour le même composant. Finalement, vous allez regarder sur les sites des revendeurs. Typiquement, là j'ai pris un screen de chez Farnell, qui est un des revendeurs chez qui on travaille beaucoup, on n'utilise plus beaucoup maintenant, mais il a beaucoup, Mouser, DigiKey, RS, la liste est très longue, Avnet. Ou alors directement sur le site des fabricants. Effectivement, les fabricants vendent aussi directement les composants. Quand vous faites des grosses quantités, ça peut être intéressant. Et potentiellement, ils proposent aussi des échantillons gratuits. Donc ça vous permet par exemple de faire vos premiers prototypes pour vérifier que ça fonctionne avant d'acheter les composants parce qu'ils sont plutôt chers. Ça vous permet de faire cette étape, vous permet de faire l'estimation du prix de la carte. Parce que si vous faites une carte pour essayer de simplifier un truc et vous vous rendez compte que la carte coûte 3 fois trop cher pour ce que vous en avez besoin, il faut réfléchir un peu au design. Et tous les composants qui vont être sur la carte vont être listés dans ce qu'on appelle un BOM, un Bill of Materials, qui est en fait la liste de tous les composants, les références que vous allez souder sur votre carte à la fin. Et ce document est très important parce que c'est avec ça déjà qu'on commande, qui nous permet de faire nos commandes de composants. Et c'est aussi ce truc qui va vous dire je soude tel composant à tel endroit. Donc important. Réalisation des symboles de composants. Sur un schématique, on va venir placer ce qu'on appelle des symboles de composants et après on va venir les relier. Malheureusement, quand vous prenez un logiciel, il n'y a pas forcément le symbole que vous voulez. La bibliothèque du logiciel est plus ou moins remplie, ça dépend des logiciels. Et il va falloir potentiellement refaire un composant. Donc généralement, vous avez un éditeur associé avec le logiciel pour dessiner à quoi ça ressemble, définir les entrées-sorties de votre symbole. Et voilà, pour faire ça, généralement on se fie à la datasheet, donc à la documentation du composant. Ça permet, c'est le mieux à faire. Et le but c'est d'essayer de le faire le plus propre possible pour que quand vous l'intégrez dans le PCB, dans le schématique, ça soit facile à connecter, ça ne soit pas trop sale. Sachant que certains fabricants proposent des bibliothèques associées à leurs composants, donc vous pouvez aller voir chez eux, mais généralement c'est pas forcément super. La réalisation schématique, donc c'est la première vraie partie de la conception, c'est là où on va venir mettre en plan faire une mise en plan du circuit. Donc on va venir placer les différents composants, les symboles des composants qu'on va utiliser et les relier pour se dire. Typiquement, ce schématique, c'est un vieux truc que j'ai fait il y a 6 ans. Oula. Et c'est pas très propre. Mais c'est un exemple, on va dire, qui est à quoi pour assembler une première carte. L'idée, c'est que vous définissez les composants utilisés, vous faites des connexions. Ça sert de documentation. Donc, le but, ça va être d'essayer d'être le plus propre possible pour que les autres personnes qui travaillent avec vous puissent comprendre ce que fait votre carte et puissent essayer de débugger votre carte si vous n'êtes pas là, par exemple. Ça peut être utilisé pour la certification, donc ça c'est plutôt au niveau industriel, où un schématique peut être reçu comme document de justification pour une norme.
je sais pas, normes de sécurité, enfin, de safety électronique, ça peut passer de temps. Ça peut être fait sur plusieurs feuilles, pas de panique, il n'y a pas besoin d'essayer de tout compacter sur une seule feuille. Hein. Il y a des logiciels normalement qui permettent de faire plusieurs feuilles. Et avant, il faut se dire que ça c'était fait à la main, avant qu'il y ait des logiciels. Imaginez les mecs qui passent 4 ans à dessiner des schémas, ça va être sympa. Les règles importantes sur les schématiques, le rendre le plus propre possible. C'est important, c'est un document, c'est une documentation parlante, donc il vous le faut. Généralement, on met les tensions positives vers le haut, donc le 5 volts, le 12 volts vers le haut, et les tensions négatives vers le bas, le GND. Comme ça fait un peu de sens quand on lit le schématique, on arrive à un peu comprendre les différents niveaux de tension. Si possible, les entrées à gauche et sorties à droite sur la feuille, comme ça a un petit peu sens de j'ai ça en entrée, je fais ça comme traitement, j'ai ça en sortie. On découpe en plusieurs blocs, comme ça on sépare tous les blocs fonctionnels de la carte, enfin du schéma, et on évite les connexions à travers la feuille parce que c'est très sale et que c'est pas beau. Un petit exemple de quand on fait un schématique enfin propre. Oui, merci. Hop, voici à quoi ressemble un schématique propre. Où là, on arrive à distinguer clairement où sont les différents blocs. Il y a des commentaires pour dire ce que c'est. Et typiquement, je disais, les symboles de puissance, les puissances positives vers le haut, les puissances négatives ou GND vers le bas. Voilà. Les règles sont respectées, c'est valide. Donc c'est le genre de niveau qu'on attend, pas pour la première carte, mais après plusieurs cartes, il faut tendre vers ça. Réalisation des empreintes de composants. Alors, l'empreinte d'un composant, c'est la dimension, on va dire, l'emplacement que va prendre le composant sur la carte électronique. Donc là, c'est vraiment la partie physique. J'ai 8 pins sur mon composant qui sont alignés de telle façon, avec telle taille, ok. Malheureusement, ils ne sont pas forcément non plus tous disponibles. Donc, il va falloir le faire aussi, le boulot comme les symboles, le créer. Ensuite, le fabricant le propose aussi. Et il faut toujours se fier à la documentation. Conseil, vous pouvez imprimer sur papier votre empreinte et tester avec un composant que vous avez en stock pour vérifier que c'est la bonne empreinte avant de commander la carte électronique. Ça évite des surprises. Réalisation du PCB, donc là c'est la partie où on a nos composants, on a les empreintes, maintenant on va les placer sur la plaque et on va venir les relier pour faire la carte électronique. Le PCB en soi, dans le logiciel de SAO, on va venir représenter chaque couche physique du PCB, donc ça veut dire les couches de cuivre, les couches, les pads pour souder, les indications, on peut mettre des indications sur le PCB, c'est conseillé, mais aussi le contour de la carte par exemple. Il y en a qui oublient de mettre le contour de la carte dans le PCB qu'ils l'envoient. Les fabricants ne vous le disent pas et ils vous font un contour par défaut. Genre ils prennent le truc de votre PCB, on fait un carré autour et c'est bon. Avec un coup de chance ça va, mais généralement on se retrouve à couper la carte avec la coupe de Dremel pour que ça rentre. Voilà, on peut mettre aussi des trucs perçage par exemple pour les vis, tout ce genre de choses. Vous pouvez aussi l'imprimer sur papier pour vérifier que ça rentre bien, que ce soit dans votre robot ou que les composants rentrent bien sur la carte et qu'ils ne se tapent pas dedans. Les éditeurs peuvent proposer aussi l'option pour voir en 3D ce que vous êtes en train de faire et du coup vérifier que ça correspond aussi. Règle importante sur le PCB, bien penser le placement des composants avant de commencer le routage. Genre vous ne mettez pas un composant, vous commencez à relier puis vous dites ah je rajoute ce composant là et du coup vous vous retrouvez avec quelque chose qui commence à être très moche. Essayez de séparer la puissance, des signaux de puissance, la puissance des signaux logiques parce que quand un courant électrique passe dans une piste en cuivre, il va générer un champ électromagnétique. Plus le courant est fort, plus le champ électromagnétique est fort et plus il va perturber ce qu'il y a autour de lui. Donc, si vous avez une piste de puissance pour vos moteurs qui passe à côté d'un signal de contrôle, potentiellement le signal de contrôle il ne va plus rien comprendre de sa vie, il va faire n'importe quoi. Donc il faut essayer de contenir un peu dans sa carte pour pas tout mélanger. Il faut essayer d'avoir de la marge sur la taille des pistes, pas genre prendre au millimètre en mode je dois faire passer 1 ampère alors je mets vraiment la piste qu'il faut pour 1 ampère. Forcément vous allez avoir des petits pics ou des trucs comme ça et la piste elle peut exploser. C'est du cuivre, ça brûle. Vous pouvez utiliser des polygones, enfin ce qu'on appelle des zones. En fait, vous définissez, je veux que tu prends toute cette place pour faire la piste la plus grosse possible et le logiciel va automatiquement calculer la plus grosse piste possible et ça c'est pas mal pour la puissance ou la masse. Ça permet de dissiper la température aussi. Faire une sérigraphie claire et précise étude. La sérigraphie, c'est les indications que vous mettez sur votre carte.
Ça sert à rien de mettre des logos mignons et tout qui servent à rien. Par contre, mettre des indications pour comment souder les composants dans le bon sens, comment brancher votre carte, etc. Ça c'est important. Donc il faut faire une série graphique qui est utile et que ça soit lisible. Si vous faites en tout petit, bah, c'est fait à l'imprimante. Hein. Donc bon, évidemment l'imprimante elle n'arrivera pas à imprimer. Donc ça sera illisible et bah, on va ouvrir le logiciel pour essayer de trouver la résistance qui vous manque. Utilisez des empreintes de composants standards au maximum, ça vous sauve la vie, surtout quand bah, vous vous rendez compte que le composant que vous avez choisi n'est plus en stock. Bah, en fait, vous aurez pu facilement à swapper avec une autre référence qui est quasiment similaire. Donc, il faut essayer d'utiliser les composants les plus standards possibles. Il y a des moments où vous serez obligé d'utiliser un composant qui serait très particulier, mais voilà, au maximum, genre les résistances, les LED, les diodes, les trucs que vous utilisez partout, les condensateurs. Utilisez les trucs classiques. Genre, allez pas chercher des empreintes à la con, ça ne fait que vous nuire. Et surtout, ne pas utiliser l'autorouteur. L'autorouteur, c'est le magnifique programme qui peut faire toute la connexion de votre PCB automatiquement. Non. En fait, c'est tellement compliqué de configurer un autorouteur correctement pour qu'il fasse les choses correctement par rapport au contexte, avec la puissance que tu dois faire passer, les signaux que ça va générer, les problèmes électromagnétiques, etc., que, en fait, le faire à la main est 10 000 fois plus rapide. Et que généralement, l'autorouteur va vous faire de la merde. Donc vous allez passer plus votre temps à regarder le résultat et à corriger derrière lui, plutôt qu'à avoir fait votre circuit en fait. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des intérêts à utiliser l'autorouteur pour optimiser certaines parties de votre circuit. Vous pouvez ça par contre. C'est dans des endroits où vous avez des passages de pistes, vous dites pour ces pistes-là, dans cette zone-là, je veux que tu optimises pour que ça soit un peu plus propre. Il est capable de le faire ça. Par contre, pour faire un PCB entier, non. D'ailleurs, c'est une des premières règles chez Electronicien, on n'utilise pas l'autorouteur pour une carte. Exemple de PCB, ça ressemble un peu à ça à la fin. En rouge, alors c'est les deux couches du PCB, c'est un PCB de couches. En rouge, c'est toutes les zones de cuivre qui vont être connectées, et en bleu aussi. Et du coup, vous voyez que par exemple là, sur le PCB, il y a du cuivre quasiment partout, qui est conservé. J'expliquerai la fabrication après, mais généralement, on enlève du cuivre sur la plaque pour pouvoir faire notre circuit. Et l'idée, c'est que là, j'ai utilisé au maximum la place sur le PCB pour pouvoir dissiper la puissance, enfin pouvoir faire passer la puissance et dissiper la température. Donc on voit que c'est à peu près bien réparti, et surtout j'ai évité de faire des croisements de pistes un peu bizarres, sachant qu'il y a un bus I2C qui traverse toute la carte, et il n'a pas été perturbé, donc c'était mission réussie. Sachant qu'il y a la puissance, là il y a 3 ESC ici, pour contrôler les turbines, et les niveaux électromagnétiques c'était bien, mais il n'y en a rien à perturber, donc mission accomplie. Pourquoi on réfléchit un petit peu, ça marche. Le DRC, pour Design Rule Checker, c'est un logiciel qui va dedans on lui fait rentrer des règles de conception et il va vérifier que votre PCB respecte toutes ces règles. En gros, c'est la police. Et il va vous dire clairement, vous faites n'importe quoi. Donc il va vérifier en fait, la conformité de votre PCB. Les règles, c'est à vous de les rentrer, mais celles par défaut généralement suffisent, mais vous pouvez aller chez le fabricant. Ils fournissent des règles que eux ils appliquent en standard. Ça vous permet de savoir si le PCB est fabricable ou pas. Ça vous permet d'éviter aussi des problèmes de perturbation ou d'arc électrique potentiel. Ça vérifie par exemple pas mal de choses comme la taille de piste, l'espacement minimal qu'il faut entre les pistes et les composants, la taille de trou, enfin il y a plein de règles. N'essayez pas de comprendre tout au début pour essayer de le configurer, mais utilisez-le, ça vous évite les problèmes et n'oubliez d'avoir des pistes non connectées. Par exemple, il vous indique que vous avez oublié de faire une connexion à travers la carte et là vous faites ah oui effectivement. Et ça évite que quand vous recevez le PCB de devoir faire des corrections manuelles. Les fichiers de fabrication, donc là on a fini, on a un PCB valide, il faut l'envoyer en fabrication. Donc, forcément vous avez chez vous, dans votre école ou dans votre club, ce qu'il faut pour pouvoir produire le PCB, donc ça va dépendre de ce que vous avez besoin vous. Mais de manière générale, on va passer par un fabricant souvent logé, qui est souvent plutôt du côté de l'Asie. Et donc pour ça, il va falloir filer des bons fichiers pour qu'ils puissent faire votre PCB. Et ce n'est pas les fichiers du logiciel de CAO que vous leur envoyez. Il y a 10 000 logiciels de CAO de PCB, ils vont râler en fait si tu leur envoies ça. Il faut leur envoyer, donc il y a plusieurs formats. Alors il y a un nouveau format a priori qui tendrait de remplacer le Gerber, mais c'est pas encore le cas. Mais voilà, le principal c'est le Gerber, qui est en gros un pochoir pour chacune des couches de votre PCB. Et derrière, ça se note dans tous les logiciels pour les machines, et ils peuvent fabriquer votre PCB à partir de ça. Il y a aussi le NC Drill, qui est le fichier pour les perçages de la carte, qui indique où est-ce qu'ils doivent percer avec quelle taille de trou. Potentiellement, vous avez filé le Bill of Material et le fichier de Pick and Place, parce que vous avez demandé au fabricant aussi de souder des composants. C'est possible, c'est une option qui est possible, ça coûte cher, attention.
Et on le fait souvent en production de masse, mais c'est possible. Et du coup, il faut leur filer en fait, la liste des composants, et le fichier pick and place, c'est le fichier de placement des composants sur la carte. C'est une machine qui va le faire automatiquement, pas des gens à la main. Et donc, il faut leur filer ce qu'il faut. Vous pouvez générer aussi le step, par exemple le modèle 3D. Alors ça va vous servir à vous, pas au fabricant, mais ça vous permet par exemple de l'inclure dans le robot et de vérifier que ça passe, que ça rentre. Et même c'est une étape importante. Surtout pour le câblage, etc. Vous vous rendrez compte que finalement, il fallait prévoir de la marge. Et vous pouvez aussi avoir le rapport de point test, qui est un autre fichier particulier quand vous utilisez une machine pour pouvoir tester automatiquement votre carte. Je vous montrerai, j'ai une photo un peu plus grande. En général, là c'est quand vous êtes au niveau industriel, donc pas trop d'utilité sur un club débutant. Comment on fabrique... Oh, j'ai oublié de changer les petites, mince. Comment on fabrique des PCB? Il y a un processus long, avec beaucoup d'étapes, qui nécessitent des machines très chères. Donc généralement, les clubs qui ont ça, ils font une partie des étapes, celles nécessaires. Mais pour un PCB fini, comme celui que vous avez dans un de vos PC, vous avez toutes ces étapes-là. Donc là, je crois qu'il y a combien? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a 18 étapes dans celui-là. J'ai mis en lien une vidéo de chez PCBWay, un fabricant de PCB en Chine, qui explique comment on fait ça. Et généralement, les fabricants en Chine ou d'autres pays en Asie, c'est plutôt accessible au niveau prix. Donc, pour des versions finales et même pour du prototypage, ça peut encore se faire, c'est plutôt abordable. L'assemblage, j'en parle pas, c'est Audran qui en parlera juste après la conférence suivante, qui vous expliquera comment on assemble des cartes. La validation, donc un processus chiant, mais qui est nécessaire, ça évite déjà que vous cramez, si vous branchez dans un robot et que vous cramez tout le robot, c'est dommage. L'intérêt de la validation, c'est de valider que votre carte est conforme avant de faire quoi que ce soit avec. L'idée, c'est que on va utiliser des outils de laboratoire pour faire des mesures, soit sur une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un analyseur de spectre, on va très loin, et on va vérifier que tout ce que la carte est censée faire, elle le fait correctement. On va dérouler des plans de test. Généralement, on va venir écrire des plans de test. Alors, les plans de test de base, c'est je branche, j'allume et je regarde si la carte ne prend pas feu. C'est un premier plan de test, c'est pas mal. Souvent, on passe par en industriel, en tout cas, on passe par un banc de test dédié, c'est-à-dire qu'on a mis en place un banc de test où on va connecter tout ce qu'il faut sur la carte pour tester que c'est valide avant de le mettre dans un robot, par exemple. Et ça peut être automatisé, notamment, donc la première photo, c'est une photo de la machine automatique qui va venir se placer sur les points de test qu'on peut mettre sur la carte. Donc, c'est des points spécifiques pour pouvoir venir se connecter et faire des mesures. Et du coup, la machine automatiquement va venir se placer et faire les mesures pour nous. Donc, on peut faire ça de manière automatisée, mais ça coûte très cher. Voilà. La production à grande échelle, maintenant, on a réussi à faire un prototype de carte, on peut faire de la production à grande échelle. Alors, ça ne s'applique pas du tout pour une participation à la Coupe de France de robotique, à part si on est vraiment mégalo et qu'on a envie de produire 10 000 robots pendant 100 ans. Mais du coup, on a fait une première série de produits, donc on veut produire en masse. Pour ça, il faut qu'on passe d'une production un peu, on va dire, artisanale, une production d'usine. C'est une production où on va sortir 10 000 unités, par exemple. Donc, pour réduire les coûts. On ne produit pas par 100 unités, ça n'est pas assez cher. On est plutôt sur des 10 000, des 100 000, voire des 1 million d'unités. Généralement, on passe par une entreprise qu'on appelle un EMS, pour Electronical Manufacturer Society. Donc c'est une entreprise spécialisée, généralement, qui va fabriquer les PCB, souder tous les composants et faire les tests pour vous. Et même potentiellement, ils vont flasher le code sur la carte. Et potentiellement, ils vont faire même la grande distribution, si vous négociez avec eux. Enfin, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et le gros intérêt, en fait, c'est que eux, ils font pas de conception, ils font juste la réalisation et vous les payez pour faire ça. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous faites ça par votre équipe d'ingénieurs dans votre entreprise. Quelques conseils pour une dizaine de cartes. Comme ça, on donne une petite dernière couche. Utilisez des règles de design standard, commencez pas à faire des trucs très particuliers. Sur les premières cartes, on va pas commencer à vouloir générer des champs électromagnétiques complexes, par exemple, ou des antennes. Faire propre, c'est le plus important. Si c'est propre, c'est plus facile à comprendre quand il y a un problème. Imprimez votre PCB ou vos empreintes pour tester sur du papier. Ça évite que votre carte électronique, vous vous rendez compte que votre carte électronique, j'ai mis le composant à l'envers. Ça peut sauver la vie. Et faites faire des reviews par des gens qui s'y connaissent. Potentiellement sur le Discord de Google, on a parlé un peu plus tard, mais vous pouvez vous connecter, demander, il y a certains qui font des reviews à la demande, et ça vous évite des problèmes bêtes qui vous font perdre 1 à 2 semaines de travail, et ça serait dommage, et de l'argent aussi, produire des PCB c'est pas gratuit, donc s'il y a des gens qui veulent bien faire des reviews gratuitement, faites-le quoi.
Je vais présenter un peu maintenant KiCad. Donc déjà, pour faire ça, du coup, on utilise des logiciels de CAO. Donc c'est un peu comme pour la mécanique, c'est des logiciels faits pour designer des cartes électroniques. Généralement, ça permet de créer les symboles, faire les schémas, faire les empreintes, générer les PCB, générer les modèles 3D, générer les fichiers de fabrication. Tout ce que j'ai parlé avant. Cool. On peut aller très très loin. Le plus complet, il a des options de malade et il peut y avoir de la simulation. Voilà. Chacun a sa propre bibliothèque de symboles et d'empreintes qui est plus ou moins complète selon le logiciel. Ça dépend de ce que vous avez choisi. Dans les logiciels répandus, alors les trois premiers, les trois plus connus, on a Altium qui est l'outil de référence en pro. Genre, faut pas chercher, c'est celui-là. Il coûte très cher, la licence elle fait mal aux fesses et en tant qu'amateur c'est dommage. On a Eagle de Autodesk qui est un peu en train de tomber en enfer, j'ai l'impression, vu qu'ils ont changé leur système de licence. C'était pour l'éducation, maintenant les licences c'est un peu compliqué je crois. Qui est pas mal pour faire des premières cartes. On a KiCad, donc celui que je vais parler, qui est pour le coup open source. Et après il y en a d'autres que vous pouvez voir. On a par exemple Cadence qui ressort souvent. Je crois qu'il y a des profs à l'unité qui l'enseignent encore parce qu'ils sont rentrés là-dessus et qui ne veulent pas lâcher le logiciel. Il commence à se faire un peu vieux. Et il y a par exemple EasyEDA qui a été lancé par GLC PCB, un fabricant de PCB, qui permet de faire des. En fait, vous faites le design de votre carte sur leur site et ils vous fabriquent la carte derrière et vous mettez vous soudez les composants tout de suite avec les composants que vous avez choisis dans le magasin directement. Donc c'est pas mal pour faire des prototypes, mais le logiciel il vérifie pas beaucoup les règles de sécurité, enfin le design. Donc bonne chance quoi, potentiellement il y aura des problèmes. KiCad du coup. KiCad c'est un logiciel open source et gratuit de CAO. C'est rare. C'est même très rare en fait. Parce que la plupart sont propriétaires et du coup il faut payer une licence ou se démerder pour avoir une licence étudiante. La première release de KiCad c'est en 1992, il est plutôt vieux en fait, mais jusqu'à présent il n'était pas très connu jusqu'à qu'il y ait un événement. C'est qu'il a été soutenu par le CERN depuis le 2013. Le CERN le soutient officiellement le KiCad, ils hébergent les serveurs de KiCad et notamment ils ont des développeurs qui aident au développement de KiCad. Donc ça les a fait un peu grimper et ça fait que le logiciel est plutôt bien utilisé maintenant. Il est cross-platform, c'est aussi rare ça, il tourne sur Linux, Mac et Windows. Altium ne tourne que sur Windows actuellement. Voilà. Non, il tourne sur Mac aussi, je crois, mais bon, c'est pas ouf. Il possède une bibliothèque qui est très complète pour le coup. Sa bibliothèque de composants et de symboles, elle est ultra complète, donc on peut faire ses premiers PCB sans devoir importer des choses. C'est vraiment cool. Il est modable, on peut rajouter des mods au logiciel autant qu'on veut. On peut faire du code en Python pour faire des trucs automatisés, c'est génial. Et on peut faire de la simulation. Il a même un module de simulation. Alors pour le coup, je ne vous le présenterai pas et je n'ai jamais vraiment utilisé, mais on peut faire de la simulation avec, donc, qui n'est pas forcément accessible sur tous les logiciels. Ça, je mets juste le lien pour ceux qui récupèrent ça plus tard. C'est la cheat sheet avec tous les raccourcis pour KiCad. Si vous ne connaissez pas les raccourcis, vous font gagner 3 fois de temps sur KiCad. Donc il faut les apprendre. Voilà. Il n'y a pas trop le choix. Finalement, avec la souris, on a pour 4 ans à faire une carte. Ils ont mis un. Mince. Ah, je me suis foré sur le lien, j'ai changé ça. Mais du coup, j'ai un lien d'un tutoriel complet que KiCad propose pour faire sa première carte. Et du coup, c'est pas mal pour voir un petit peu étape par étape ce qu'il faut faire si je vais pas trop vite. Comment fonctionne KiCad? KiCad, il fonctionne avec des sous-programmes en fait. Il va avoir un ensemble de programmes qui vont servir à faire plusieurs choses. Je vais présenter les principaux. On a du coup l'éditeur de schématique pour faire le schéma de notre carte électronique, l'éditeur de symboles pour ajouter des symboles dans la bibliothèque, l'éditeur de PCB pour faire la platine, l'éditeur d'empreintes pour faire les empreintes, et après vous avez 2-3 autres outils comme un outil de calcul qui est plutôt pratique, une petite calculette pour calculer les trucs en électronique. Il y a aussi une gestion de plugins, parce que si vous pouvez aller installer des plugins qui sont directement proposés par KiCad. Les bibliothèques, donc vous avez le choix sur KiCad de pouvoir importer des bibliothèques dans votre projet, soit en tant que bibliothèque globale, donc qui seront sur tous vos projets KiCad à l'avenir, soit par projet, donc vous pouvez importer quelques bibliothèques dans votre projet, et comme ça, quand vous ferez un nouveau projet, vous n'aurez pas les bibliothèques qui viennent polluer votre environnement. La bibliothèque standard est très bien remplie, pour le coup, vous pourrez trouver quasiment tout ce que vous avez envie. Et c'est super facile d'ajouter d'autres bibliothèques. Ça prend 2-3 clics et ça se fait, que de boule, et même en faire, c'est rapide. L'éditeur de symboles, du coup, c'est un peu classique. Vous dessinez votre composant, vous mettez vos pins d'entrée et de sortie, et le tour est joué. Et en mettant les bons numéros aussi, c'est important.
Vous avez l'éditeur d'empreinte, du coup, qui permet de faire l'empreinte du PCB. Là, j'ai sorti une empreinte un peu horrible. Mais du coup, l'idée, c'est que vous placez tous les pins de votre composant, pour mettre la sheet, et vous regardez, il faut des pads à cet endroit-là, tous les X temps, etc. Et vous faites le dessin de la forme de votre composant, et c'est bon, c'est prêt. Avec les bons numéros aussi, vous ne trompez pas dans le mapping, sinon ça peut faire mal. Éditeur de schématique, de manière similaire, donc là-dessus vous allez venir placer vos symboles et les relier. Il est plutôt intuitif pour le coup. Sans raccourci, c'est un peu compliqué au début, mais ça se fait plutôt bien. Les labels, dans le schématique, vous allez pouvoir placer des labels. Et ça, c'est une notion importante sur KiCad. Ça dépend des logiciels, tous ne font pas la même chose. Les labels, c'est en fait un peu comme une définition globale d'une variable. Et il y a 3 niveaux sur KiCad qui vont dépendre de votre utilisation. Vous avez la variable locale qui reste sur la même feuille hiérarchique, la même feuille de votre de schéma. Et ça veut dire que ça n'est pas référencé dans les autres feuilles de schéma que vous allez faire dans le même projet. Vous avez la feuille globale qui sera sur toutes les feuilles à la fois. Et le label hiérarchique un peu particulier qui permet d'être exporté de manière dans la hiérarchie de votre carte. Je l'explique ça juste derrière. L'idée, c'est qu'on va venir vouloir faire plusieurs feuilles, parce que potentiellement un projet peut avoir beaucoup de composants et c'est compliqué de tout faire rentrer sur une seule feuille. Donc, de manière propre, c'est qu'on va venir faire une composante. On va venir faire une feuille, on va faire une partie de design, et après on va venir référencer cette feuille dans le projet. Et pour ça, on va créer ce qu'on appelle une feuille hiérarchique. Donc, on va rajouter une feuille dans la hiérarchie du projet. En bas à gauche, vous avez par exemple une hiérarchie avec plusieurs feuilles, plusieurs sous-feuilles. Dans cette feuille, on va venir faire notre design. Et d'ailleurs, on va venir rajouter des labels hiérarchiques qui seront accessibles par la feuille au-dessus qui utilise la feuille qu'on a créée. L'idée, c'est vraiment, je fais un petit module, j'indique les pins d'entrée-sortie de ce module qui est dans cette feuille, et au-dessus, je peux les connecter. Donc c'est plutôt pratique quand on commence à avoir des projets un peu gros, ça permet de vraiment faire des choses plutôt propres. La numérotation, c'est un truc important. KiCad numérote automatiquement tous les composants. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement et de calculer. Alors j'ai déjà la résistance numéro 1, la résistance numéro 2, donc ça c'est à 3. Il y a un utilitaire dans KiCad qui va numéroter tous les composants d'un coup, donc ne vous embêtez pas avec ça. C'est un grand garçon, il le fait tout seul. Le RC, c'est un petit logiciel qui permet de vérifier les règles de design électrique dans le schématique et qui permet de dire je respecte bien que c'est bien une entrée de puissance qui est validée sur une sortie de puissance, etc. Ça dépend de la config du symbole. Si la config est mal faite dans la bibliothèque de symbole, ça peut faire tout n'importe quoi. Par contre, ça permet d'éviter des erreurs débiles, genre vous avez oublié de connecter des trucs. C'est plutôt cool. Une fois que vous avez fait votre schématique, il va falloir passer au PCB, mais avant ça, il va falloir faire l'association symbole-empreinte. Vous avez des symboles, maintenant il faut dire sur quelle empreinte, pour tel symbole, je veux telle empreinte. J'ai un condensateur, je peux définir que ce condensateur, c'est un condensateur de 3 par 2 mm par exemple. Donc, vous avez un utilitaire qui vous permet de sélectionner quelle empreinte par rapport à quel symbole, et derrière KiCad va faire un peu de magie quand il va générer le PCB pour faire toute l'association des piles. Vous allez arriver sur j'ai essayé pour sauter, c'est ouf. J'ai dû faire supprimer sans vouloir. Vous allez arriver dans l'outil d'édition de PCB qui, derrière, vous permet de désigner tout le PCB. Donc ça ressemble un peu à ce que j'ai montré tout à l'heure. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, configurer les couches de votre carte. Là, il y a un gros intérêt parce qu'il faut faire attention avec quelle couche je fais quoi. Vous avez des couches de cuivre, par exemple, qui vont être indiquées par CU. Et vous avez F et B par défaut, qui est la couche du haut et la couche du bas, front et back. Ou bottom. Ça doit être front et bottom. Par exemple, mais vous avez d'autres couches importantes. Vous avez par exemple le silkscreen qui va vous permettre de mettre des annotations. Vous avez le hashcut qui est la couche sur laquelle vous allez définir le tracé de votre carte. Enfin, plein de choses. Et du coup, ça c'est important à connaître, de voir en documentation à quoi ça correspond, pour ne pas faire de bêtises et pas mettre des choses au mauvais endroit. Vous avez le DRC du coup que je disais tout à l'heure. Donc, KiCad en intègre un qui fonctionne plutôt bien. Et vous allez le faire tourner une fois que votre PCB est fini et il va vous indiquer pas mal de choses si vous avez oublié de faire des connexions et toutes les erreurs que vous avez faites. Alors potentiellement si c'est des avertissements, vous en fichez, mais il faut quand même regarder un petit peu pour voir si vous n'avez pas fait des problèmes, des bêtises. Les fichiers de fabrication, il y a un petit logiciel pour générer tous les fichiers de fabrication, vous appuyez sur 3 boutons et c'est fini.
Je vais faire un petit exemple du coup, et ça clôturera après ma présentation. Je ne sais pas quoi faire pour le coup, donc je vais faire n'importe quoi. Allez. Oups. Ah bah tiens. On peut lister tous les problèmes de ce schématique, mais on va éviter, sinon la personne va pas être contente. Donc je crée un nouveau projet qu'on va appeler Low. Voilà. Donc là j'ai mon nouveau projet et je vais pouvoir faire un schématique. Donc j'ouvre le schématique et il n'y a rien. Normal. On va faire, je sais pas moi, une LED. Je sais pas, j'ai aucune idée là. Avec un bouton et une résistance. Voilà, une LED avec un bouton et une résistance. Voilà, on va faire compliqué. Une pile. Avec une pile. Ok. Un bouton. Une pile bouton. Alors bon, du coup je vais venir chercher les symboles dont j'ai besoin. Je le fais avec une seule main. Voilà. Donc j'ai une LED. Ouh. Bon, là c'est un peu vide. On va commencer à rajouter d'autres trucs. Pour une LED, il va falloir mettre une résistance. Je viens chercher une résistance. Attention. Résistance. Ensuite, on va demander de mettre un bouton. Non, c'est bon, on va pas commencer à rajouter les spécifications de la carte. Les touches. Ah ouais, ça doit être. Ouais, ça peut flash. Ah voilà. On rajoute un bouton. Voilà. Hop, on a un bouton, on appuie. Maintenant, il reste juste à mettre la pile. Hop, une pile. Ça doit être batterie, je pense. Un truc comme ça. Voilà. Hop, une pile. Et j'ai plus qu'à faire ma connexion. Alors j'ai un peu triché, j'ai directement mis les. Voilà. Je crois qu'on a un circuit valide. Chose qui n'est pas encore précisée, par exemple, on peut venir sur le composant, préciser sa valeur. Par exemple, sur une résistance, c'est plutôt pratique de dire que je veux une résistance de telle valeur. On va mettre 330 ohms, valeur classique. Voilà. À partir de là, du coup, j'ai un truc qui est fait. Alors là, tout a déjà été numéroté parce qu'automatiquement, il va numéroter un peu KiCad. Mais je peux reforcer, par exemple, à renuméroter. Bon, il n'a rien fait, mais voilà. À partir de là, du coup, je vais pouvoir venir vérifier que mon circuit est valide. Donc, je lance le RC, il va me dire plus de problème. Ah bah voilà, rien. C'est la première fois qu'il me dit rien. J'aurais bien voulu vous montrer un problème. Bon, attends, on va en générer un juste pour le truc. Je viens générer un problème manuellement. Je vais regarder. Il va me dire, ah bah il n'y a rien, il y a une pile qui n'est pas connectée. Effectivement, c'est plutôt pratique. Donc je vais venir connecter parce que j'ai fait une bêtise. Hop. Et du coup, les marqueurs sont encore là. Je retourne, j'ai plus de problème. Là, le test est numéro ici, on s'en fiche. C'est pour la simulation et on fait pas de simulation. À partir de là, j'ai plus qu'un schématique qui est valide. Donc, il va falloir faire l'association des composants. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Là, j'ai tous les symboles, mais j'ai rien associé. Donc, il va falloir trouver les trucs. Alors. Voilà, ça va être là. Il va falloir trouver tous les trucs qu'il faut. Hop, pour la LED, on va prendre les LED genre pour Arduino. Voilà. Pour la résistance, on va aller chercher une résistance. Ah si, voilà. Résistance. Non, c'est un petit ça. Ouais, ça c'est grand ça. 12 mm. Ouais, c'est bon. Ensuite, on va prendre on va chercher un bouton. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Bouton switch. C'est quoi la taille standard pour ces trucs? Je ne sais jamais. Ouais, 6. Voilà, il reste la pile. Hops. Tac. Tiens, CR1225. Ça marchera pas. Mais... Ah, il est pas bonne. Ah, c'est juste la pile. On va pas le fabriquer, le PCB. Bah si, on va le fabriquer. Il y a le truc. Eh, c'est quoi ça? Oh! Je savais même pas que c'était dans la ligne. Voilà, bon. Bon bah voilà, je le découvre parce que je l'avais prévu de le prendre. Ouais, tiens, voilà, ça c'est bien. 1 par 20 mm, c'est énorme. Voilà, on a fait l'association de tous nos composants.
Ok. On va lancer le truc de PCB, il va nous ouvrir une magnifique fenêtre, et à partir de là, on peut lui dire tu peux aller me chercher ce qu'il y a dans le schématique, s'il te plaît. Voilà, et là, bah, j'ai tous mes composants. Donc bah, là, je peux déjà commencer à placer mes composants pour faire ma carte. On peut se dire, on peut se mettre un défi de faire une carte dans une certaine taille. Tiens, on va dire quelle taille 2 par 2 cm, un truc comme ça, allez. Donc je vais venir définir la taille de ma carte. Voilà, hop, j'ai fait la bordeaux de ma carte. Intéressant avec KiCad, c'est qu'il y a un mode d'édition en 3D qui fonctionne, qui s'update en temps réel avec ce que vous faites avec le PCB. Donc en fait, vous pouvez déjà voir ce que vous êtes en train de faire de base. Non, c'est vrai, la résistance, j'ai pris une bonne en fait. Voilà, donc on va venir faire le PCB. Et par exemple, je vais vouloir mettre ma batterie. Ça rentre pas. Allez, je n'avais pas vu ça aussi gros. On va augmenter un petit peu dans 1 cm. Hop. Voilà, là ça rentre pas. Je vais venir mettre ma pile, ça va dépasser, mais on s'en fiche. Hop. Et potentiellement, je vais la mettre en dessous. Parce que sinon, ça va être, je vais avoir du mal avec les autres composants. Donc là, actuellement, je vais placer la pile en dessous. Vous pouvez mettre des composants dans les deux sens. Voilà. Elle tombera pas, c'est bon, ça tient. Et du coup, après, bah, je dois venir. Et vous voyez qu'il y a des traits qui sont apparus. Alors, ça va mal se voir avec des projecteurs, mais il y a des petits traits qui sont en fait ce qu'on appelle le chevelu. C'est l'indication des connexions qui restent à faire. Donc à partir de là, bah, vous pouvez vous débrouiller pour que le chevelu soit correct. Donc si vous regardez, par exemple, je sais que le bouton hop, se connecte. Ah oui, il ne va pas aimer. Bon. Oh, il n'y a rien en plus. Il est tatillon pour rien, regardez, ça touche même pas. Ouais, hop. On va mettre la LED. Et ben même pas. Et tu vois, même pas. Tac, et c'est juste un exemple. Hein. Tiens, voilà, hop. Et là j'ai fait un magnifique, j'ai placé mes composants. Hop, première étape, les composants sont placés. Je suis prêt à faire mon routage. Bon. Comment je le fabrique? Je vais aller jusqu'à la fabrication, je vais aller jusqu'au bout. Du coup, après, bah, je vais pouvoir venir faire les connexions. Hop. Donc là, en fait, c'est juste, on vient interconnecter les trucs. Ah bah tiens. Là, par exemple, on voit que la LED est à l'envers. Bah, au lieu de faire le tour, bah, je peux venir, par exemple, dire à ma LED de juste tourner. Comme ça, je suis dans le bon sens et ça posera un autre problème. Donc j'arrive, hop, hop, tac, tac, et bah voilà. Et là, on a un PCB qui est techniquement valide. Oui, c'est moche, mais c'est valide. D'ailleurs, du coup, je pense avoir fini, donc je vais demander au DRC de vérifier. Bon, il va râler parce que, voilà, déjà, il y a une partie de la série graphique qui est coupée par le bord. Et bah, tu vois, il râle même pas que les composants sont l'un dans l'autre. Incroyable. Incroyable. Bon, on s'en fiche. Voilà. Là, il y a rien d'important. On supprime, on n'a rien vu. À partir de là, du coup, je vais pouvoir venir générer les fichiers de fabrication. Donc, hop, j'ouvre le truc qu'il faut. On va le faire dans le dossier. Hop, je lui demande de générer tout ce qu'il me faut. Et à partir de là, en fait, on peut... oula. Voilà. Là, on va tout. Et là, il est venu nous générer tous les fichiers qu'il fallait. Ce que je peux faire, j'ai vraiment beaucoup de bordel dans ce truc. On compresse par exemple notre dossier en zip. Et on peut aller chez un fabricant. Quel fabricant? Allez. Ouais, allez, vas-y, c'est notre fabricant préféré qui ne répond pas depuis des mois. Ce n'est pas un sac. Bordel divers. Et là, je vais pouvoir venir importer le projet pour voir si, est-ce que le fabricant l'accepte. Hop. Il y a des possibilités avec certains fabricants de pouvoir exporter directement depuis le logiciel, comme KiCad. Mais bon, moi je le fais toujours comme ça. Tu fais toujours en Java? Ouais, je le fais toujours en zip, comme ça permet de contrôler, comme je push le zip, d'avoir la version du zip. Voilà. Là, j'ai importé le composant, il est valide. A priori, il ne me donne pas d'erreur. On peut aller dessus.
Ah, si, il y a un truc qui va pas. Ah, il me dit juste qu'on n'utilise pas beaucoup le cuivre sur la zone. Et voilà. Et du coup, vous avez votre magnifique circuit. Vous pouvez vérifier les deux côtés. Et a priori, il est content. Et bah, si j'ai envie, je peux même le commander. Attends, voyons voir combien ça coûte. Oh, ils ont changé un truc. Tiens. Bon, on va prendre le truc pas cher. Non, c'est ça, voilà. Là, c'est nouveau ça. Ah, c'est nouveau, ouais. J'avais pas vu. Bon, on peut par exemple dire qu'au lieu d'avoir des pads en étain, on peut avoir des pads en or aussi si vous avez envie. Voilà, et là on est actuellement à un prix de 10,94€ pour les. Enfin, 10,33€ les 3 cartes. Attends, le total est 10,94€. What? Et je comprends pas la logique là. C'est bon, t'es Non mais regarde, Ah oui. il y a un problème. Bon, bref, et du coup, là, je pourrais commander la carte et lui dire de me l'envoyer. Bon, je vais pas le faire, hein, on va pas payer 10€ juste pour une blague, mais voilà. Radin. Ah, je suis radin. Le badge. Il y a plein de messages sur Discord, si quelqu'un peut aller checker. Voilà. Et je vais du coup conclure ma présentation. Voilà, j'espère avoir été assez clair. C'était juste une façon de... Si vous voulez vraiment commencer à faire des cartes électroniques, le mieux c'est d'aller essayer vous-même en faisant une petite carte de test vous-même. Essayez pas de faire des choses compliquées au début, vous pouvez juste essayer de faire pivoter des LED, c'est déjà pas mal. Et au fur et à mesure, vous pouvez aller de plus en plus compliqué. Essayez pas de faire une carte mère de PC dès la première carte. Genre honnêtement, vous allez payer trop cher pour faire fabriquer, 2, vous allez rater. Enfin, c'est tellement compliqué que même Audran, je sais pas s'il serait confiant de faire une carte mère de PC entière. Voilà. Allez, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en live? Question. Je vais voir le live en attendant. Ah, on me demande quel logiciel on utilise pour faire ces schémas. Et on utilise KiCad. Voilà. Je pense que j'ai répondu après. Les schémas électriques, c'est KiCad. Ah bah, il y a Danny qui allait répondre juste derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à cette partie ou pas? Non.